On connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic, ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic. L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre deux sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque, et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en deux et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan Ltd, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse au trésor. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes. Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic, couverte de stalactites de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire, où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé, des décorations en fer forgé provenant du navire, des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ces profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient même pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmé, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rusticle. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant. Ces bactéries sont friandes de fer, que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps,
Ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave. Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché. Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant 3 semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de 3 heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leurs yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé. Voici Arthur John Priest. Non, ce n'est pas un célèbre peintre et il n'a pas découvert un trésor perdu depuis longtemps. Il n'a pas non plus inventé de gadgets sophistiqués, ni battu un record du monde. Non, Arthur John Priest est simplement célèbre pour être insubmersible. Prouvant qu'on peut être à la fois chanceux et malchanceux, Priest a participé et survécu à plusieurs mésaventures en mer, dont le fatidique voyage inaugural du Titanic. Priest n'était pas un homme riche naviguant pour le plaisir. Il faisait partie de la classe ouvrière, employé comme soutier ou chauffeur, coincé pendant des heures dans les entrailles chaudes des grands navires à vapeur. Son travail était pénible et difficile. Il était chargé de maintenir les fourneaux allumés en les alimentant en charbon afin que la vapeur produite soit suffisante pour que les moteurs fonctionnent. Il devait être attentif à ne pas faire surchauffer le système ou mettre le feu au navire. Les fourneaux devaient être surveillés de près et constamment alimentés. Il respirait tous ces terres polluées, travaillant et luttant dans la sueur et la saleté. Souvent torse nu à cause de la chaleur, il était toujours recouvert de poussière de charbon noir. Et quand il avait enfin droit à une pause, ses quartiers d'habitation communs étaient tout près, dans la même partie du bateau. Il devait être doué car il n'a jamais eu aucun mal à trouver du travail. Mais où qu'il aille, la malchance semblait le suivre. Le premier incident a été bénin. Lorsqu'il était jeune, Priest a travaillé pour le RMS Asturias. Le paquebot a pris la mer pour la première fois en 1907 pour un trajet qui reliait Southampton au Royaume-Uni à Buenos Aires en Argentine. Lors de ce voyage inaugural, le navire a subi une petite collision. Les dégâts étaient suffisamment importants pour qu'ils doivent rentrer pour réparation. Heureusement, aucune blessure grave n'a été rapportée. Priest, imperturbable, est simplement allé travailler sur un autre vaisseau. Mais sa malchance l'a poursuivi à bord de l'Asturias. En 1914, l'Asturias est devenu un navire-hôpital, une aide navale veillant aux soins et au transport des malades dans les eaux européennes et, si nécessaire, à leur rapatriement en Angleterre. Mais en mars 1917, vers minuit, le navire a été heurté par un corps étranger. Sa coque a été percée et la salle des machines a été inondée.
Le capitaine a ordonné à tout le monde d'abandonner le navire, envoyant l'équipage, les patients et le personnel de santé dans les canots de sauvetage. Le vaisseau était toujours en mouvement, se propulsant dans l'eau car les commandes principales, situées dans la salle des machines submergées, ne pouvaient pas être éteintes. Le capitaine a refusé de quitter le navire alors que les gens essayaient encore de s'échapper. Il a pu diriger l'Asturias vers Bolt Head où il a finalement atteint la terre sans couler. Les canots de sauvetage restants ont été descendus et les derniers survivants ont pu se mettre en sécurité. Lorsqu'ils ont étudié plus tard les dégâts subis par le navire, l'Asturias a été considéré comme une totale épave. Il serait exagéré d'attribuer la survenue de cette catastrophe au passage de Priest à son bord. Après tout, il n'était même pas sur le navire à l'époque. Mais il semblerait quand même que beaucoup des bateaux sur lesquels il a servi ont dû faire face au désastre. Sa malchance l'a accompagné à son poste suivant sur le RMS Olympique, un énorme paquebot. L'Olympique était vraiment très grand. D'ailleurs, il avait été conçu et réalisé au sein de la même flotte que le Titanic. Mais cette grande taille impliquait des sacrifices. L'Olympique était parfait pour naviguer droit dans une direction donnée, mais très difficile à manier quand il s'agissait de tourner. En septembre 1911, le Hawkey, un navire plus petit qui naviguait à proximité, n'a pas laissé assez de place au grand vaisseau pour manœuvrer. L'Olympique a essayé de modifier sa trajectoire, mais les deux se sont percutés. Le Hawkey, ayant été conçu pour faire face à d'éventuelles confrontations en mer, sa proue renforcée a déchiré la coque de l'Olympique. Deux grandes entailles sont apparues sur le flanc du paquebot. L'arbre à hélice a été gravement tordu. Pire encore, le navire a commencé à prendre l'eau. D'une manière ou d'une autre, l'Olympique a réussi à atteindre la côte sans sombrer, et personne n'a été gravement blessé. Priest n'avait alors aucune idée que cela n'était qu'un avant-goût de ce que l'avenir lui réservait. Il a ensuite trouvé un emploi sur un navire tout neuf, un paquebot extraordinaire, une merveille insubmersible dont on disait qu'il était le plus grand jamais construit. Oui, il allait travailler sur le Titanic. Et quel travail! Pas moins de 29 chaudières à faire tourner, nécessitant 850 tonnes de charbon par jour pour produire la quantité de vapeur suffisante à sa propulsion. Priest était l'un des 150 soutiers qui travaillaient d'arrache-pied dans les entrailles du navire pour entretenir jour et nuit la fournaise, ce qui lui valait de gagner environ $30 par mois. Mais le 14 avril 1912, il s'est retrouvé projeté d'une chaleur extrême à un froid foudroyant. Vers 23h35, l'équipage repère un iceberg. Le Titanic essaie de l'éviter, mais l'alarme a été déclenchée trop tard. 5 minutes après, la collision se produit. L'iceberg a déchiré la coque et les compartiments intérieurs conçus pour être étanches ont été gravement endommagés. L'eau froide de l'Atlantique a envahi le navire qui commença à couler. Des signaux de détresse sont envoyés, mais le navire le plus proche, le Carpathia, est à plus de 3 heures de navigation. Dans l'obscurité de la nuit, coincés au milieu de nulle part, l'équipage et les passagers ont commencé à paniquer. Ceux qui le pouvaient se sont rués sur les canots de sauvetage. D'autres ont sauté dans les flots glacés. Au total, seulement 706 personnes ont survécu à cette terrible nuit. Au moment de la collision, Priest se trouvait dans les quartiers inférieurs du navire. Il était en pause, se relaxant après une dure journée de travail. Et alors que le navire sombrait, il en allait de même pour ses chances de survie. Lui et ses collègues se trouvaient dans la partie du navire qui était à ce moment la plus dangereuse. Ils devaient se frayer un chemin dans un dédale de couloirs et de passerelles dont certains étaient inondés dans une course folle vers les ponts supérieurs. Puis, il fallut affronter l'eau glaciale, y plonger et nager désespérément vers un endroit plus sûr. L'océan était si froid que Priest a souffert d'engelures avant de finalement trouver un moyen d'atteindre un des canots de sauvetage. Il était l'un des 44 soutiers ayant survécu cette nuit-là. Après une telle expérience, la majorité des gens ne mettraient probablement jamais plus les pieds sur un bateau. Mais Priest avait besoin de travailler. Son poste suivant s'est aussi révélé une expérience chaotique. On lui a proposé un emploi sur le HMS Alcantara. Le bateau a coulé en 1916 et Priest a une nouvelle fois été l'un des rares à s'en sortir, bien que gravement blessé au cours de l'incident. Mais il a continué à forcer la chance, et le job suivant a dû lui sembler étrangement familier. Il devait partir à bord d'un vaisseau construit par les mêmes ingénieurs ayant conçu l'Olympique et le Titanic. Et ce navire, appelé le Britannique, était le plus grand des trois.
Il était aussi considéré comme un navire plus avancé, équipé de nouveaux dispositifs de sécurité installés suite au naufrage du Titanic. Par exemple, il disposait de 48 canaux de sauvetage ouverts, dont 46 étaient les plus grands jamais élaborés pour un paquebot. 2 d'entre eux étaient même motorisés et équipés de dispositifs de communication spéciaux. Bonne nouvelle, le Britannic a survécu à son premier voyage sans incident. Déjà une performance que le Titanic n'a jamais pu réaliser. Cependant, le 21 novembre 1916, le Britannic a été ébranlé par une forte explosion, alors qu'il voyageait dans le canal de Kea, dans la mer Égée. La coque était endommagée et une partie des compartiments a commencé à se remplir d'eau. Contrairement au Titanic, le Britannic avait été précisément préparé à une telle urgence. Il était équipé de 5 cloisons étanches qui, en restant intactes, devaient maintenir le navire à flot pendant une période de temps beaucoup plus longue. Mais il y avait un problème. Les hublots des ponts inférieurs avaient été négligemment laissés ouverts. Lorsque le navire s'est incliné, les hublots ont donc permis à l'eau de rentrer, inondant le Britannic et précipitant sa descente au fond de la mer. Cela avait effectivement rendu les cloisons étanches complètement inutiles. Le navire sombrait rapidement, beaucoup plus vite en fait que le Titanic. 35 des canaux de sauvetage ont été lancés avec succès, sauvant la plupart des personnes à bord. Sur les 1066 passagers et membres d'équipage, 1036 ont survécu. Priest, toujours sous sa bonne étoile, était bien entendu l'un d'entre eux. Et pourtant, il n'en avait... C'était le 12 septembre 1990. À cette époque, bien avant les messageries instantanées et les appels Zoom, une petite fille cherchait des correspondants. Zoé était à bord d'un bateau reliant l'Angleterre à la Belgique, en vacances avec ses parents. Elle n'avait que 10 ans à l'époque, mais c'était une élève brillante. Elle a pris une feuille de papier et a commencé à assembler des mots. Elle s'est présentée, puis a crié qu'elle aimait le ballet et jouer de la flûte et du piano. Bien sûr, elle n'a pas pu s'empêcher de mentionner ses 2 animaux de compagnie adorés, un petit hamster qu'elle appelait Spock et son poisson Specky. Elle a également mis l'adresse à laquelle on pouvait la joindre au cas où quelqu'un souhaiterait lui écrire. Mais hélas, elle était en pleine mer. À qui pouvait-elle envoyer ce message? Une idée intéressante lui est alors venue à l'esprit. Elle a soigneusement placé sa lettre dans une bouteille en plastique, a fermé hermétiquement le couvercle pour la protéger de l'eau et l'a jetée à la mer. Ne recevant pas de réponse, l'excitation de la petite fille s'est estompée au fil des années. Peut-être que la bouteille était restée coincée quelque part. Peut-être qu'elle avait été avalée par une grosse et effrayante créature marine. Ou peut-être que l'eau avait finalement traversé le bouchon en plastique et détruit son message. Bien des années plus tard, à Noël, une lettre pour Zoé a été reçue chez ses parents, sous son nom de jeune fille. Le timbre indiquait que le message venait d'Europe. Il provenait d'un couple de Néerlandais, Pete et Jacqueline Latter, qui avaient trouvé sa délicate bouteille et qui ont eu la gentillesse de lui répondre. Ils ont précisé qu'ils avaient trouvé la lettre parmi des débris rejetés sur le rivage par la mer. La lettre de Zoé était restée en mer pendant une période stupéfiante de 23 ans et avait parcouru plus de 563 km pour atteindre sa destination finale près de Rotterdam, aux Pays-Bas. Un sacré voyage pour une petite bouteille en plastique. Une histoire similaire à celle de Zoé est la connexion étrange qui a eu lieu entre 2 garçons. Un petit Allemand nommé Frank Husbeck était sur un bateau en route pour le Danemark lorsqu'il a eu la même idée que Zoé. Il avait 5 ans au moment où il a rédigé son message et l'a jeté à la mer. On était en 1987. Il a reçu sa réponse des années plus tard, à 29 ans. Sa lettre, tout comme celle que Zoé enverrait quelques années plus tard, était dans l'eau depuis 24 ans. Son message a été trouvé par un garçon nommé Daniel Korotkik, alors qu'il se promenait avec ses parents dans l'isthme de Courland, près de la mer Baltique. Daniel a eu la chance que son père connaisse suffisamment l'allemand pour traduire le message. Les amis improbables ont fini par se rencontrer par vidéoconférence en 2011. Toutes les histoires de messages dans une bouteille n'ont pas été élucidées. En 2013, un surfeur croate est tombé sur une bouteille endommagée alors qu'il se trouvait près de la mer Adriatique. Le message qu'elle contenait datait de 1985 et il provenait d'un homme appelé Jonathan. L'expéditeur était impatient que sa lettre parvienne à une femme nommée Marie et il a également exprimé son désir qu'elle réponde. Comme la lettre était censée être envoyée de Nouvelle-Écosse, la bouteille avait dû parcourir la distance ahurissante de 6000 km. Le message est parti de l'océan Atlantique et entré dans la mer Méditerranée et a atteint les côtes de l'Adriatique en Croatie. Mais les identités de Jean et de Marie n'ont jamais été découvertes.
Il y a aussi de merveilleuses histoires d'amour qui commencent avec des messages dans une bouteille. Ça a été le cas pour Ake et Paulina Viking. Quand Ake, un marin suédois solitaire, a placé une lettre dans une bouteille et l'a jetée dans la mer Méditerranée, il ne se doutait pas que le morceau de papier finirait par atteindre sa future femme. C'était au début des années 50. La bouteille a été trouvée par un Italien qui a été assez inspiré pour la donner à sa nièce, Paulina. Après 1 an de correspondance épistolaire, Ake et Paulina ont fini par se rencontrer et se marier. Ayant décidé de partager leur histoire avec le monde, ils sont devenus en quelque sorte un couple de célébrités pour l'époque. Ils ont même partagé des séquences vidéo de leur mariage avec le monde entier et leur histoire a été diffusée dans plusieurs journaux. Cet heureux événement a lancé un mouvement entre les jeunes à la recherche de l'amour, augmentant le nombre de messages jetés à la mer à la recherche d'un conte de fées. Cependant, toutes les histoires qui ont commencé comme ça n'ont pas fini par aboutir. En 1945, un Américain nommé Frank Eyostek a placé un message similaire à celui d'Ake dans une bouteille et l'a jeté à l'eau. Presque 1 an plus tard, sa lettre a été trouvée par une Irlandaise, Brenda O'Sullivan. Leurs années de correspondance ont rapidement attiré l'attention des médias de l'époque, mais leur amitié ne s'est jamais épanouie à cause de la pression médiatique. Ils ont fini par se rencontrer en personne lorsque Frank s'est rendu en Irlande, mais il n'est pas resté longtemps et ils ont fini par se perdre de vue. Après que le Titanic a connu sa fin tragique, de nombreuses bouteilles contenant des messages secrets ont commencé à faire surface. Presque toutes se sont avérées être des contrefaçons, à l'exception d'une. Des années après que le Titanic a coulé dans les eaux glacées de l'Antarctique, une bouteille a été trouvée sur les côtes irlandaises. Elle était censée provenir d'un homme appelé Jeremiah Burke, et à ce jour, elle est considérée comme le seul message authentique dans une bouteille provenant du Titanic. Le morceau de papier indiquait simplement le nom de l'expéditeur et le lieu. Le Titanic, accompagné du mot « Goodbye ». Comme la date a été emportée par les eaux, il est difficile d'estimer si la note a été envoyée avant ou après que le navire a heurté l'iceberg. Il y a toutefois un consensus sur le fait que puisque Jeremiah cherchait à s'installer aux États-Unis, il envoyait simplement ses dernières salutations symboliques à sa famille et ses amis restés en Irlande. Cette façon simple de rencontrer des gens et parfois de correspondre avec eux est devenue un passe-temps pour un homme d'une province canadienne appelée l'île du Prince-Édouard, située à l'est de l'État américain du Maine. Cet homme, Harold Hackett, affirme avoir jeté plus de 4000 bouteilles dans l'océan Atlantique depuis 1996. Il affirme également avoir reçu de nombreuses réponses du monde entier, notamment des lettres de France et d'Allemagne, mais aussi des Bahamas ou même d'Afrique. Ce passe-temps improbable lui fait recevoir environ 150 cartes de Noël de ses correspondants chaque année. Aujourd'hui encore, il refuse d'ajouter son numéro de téléphone à ses lettres. De cette façon, il s'assure que si les gens veulent un jour le contacter, le seul moyen de le faire est une lettre. Il a également étudié les meilleurs moments pour envoyer ses messages dans l'eau en fonction de la direction des vents et des courants. Certaines bouteilles passent toute une vie en mer après avoir été jetées par leur expéditeur. C'était le cas d'un Britannique qui a écrit un message et l'a placé dans une bouteille avant de la jeter dans la Manche en 1914. Il s'appelait Thomas Hughes et il voulait adresser le message à sa femme, mais il a été assez poli pour écrire une lettre à la personne qui mettrait la main sur sa bouteille en premier, lui demandant de rédiger le message « Merci de transférer à ». La bouteille n'est pas parvenue à sa femme puisqu'elle a été retrouvée 85 ans plus tard sur la côte d'Essex. L'homme qui est tombé sur la bouteille a eu la gentillesse de joindre la famille et a remis le message à la fille de Thomas. 85 ans n'est même pas la période la plus longue pendant laquelle une petite bouteille a navigué sur les vagues. Un scientifique nommé Hunter Brown étudiait les courants dans la mer du Nord lorsque cette idée lui est venue à l'esprit. Il a placé le même message dans près de 2000 bouteilles et a demandé à l'improbable destinataire de lui répondre en indiquant le lieu de sa découverte. Il pensait que cette méthode l'aiderait à mieux comprendre la disposition des courants de la mer du Nord. Après 97 ans, une bouteille a été trouvée à environ 18 km de son lieu de départ initial. À ce jour, plus de 300 des bouteilles originales liées au projet de Hunter Brown ont fini par atteindre le rivage. Tous les messages qui ont été trouvés dans les bouteilles n'ont pas reçu de réponse par le biais de lettres physiques. Oliver Van de Valley a jeté une bouteille contenant une lettre sur la côte anglaise alors qu'il était en vacances avec sa famille.
Il avait 14 ans à l'époque. 33 ans plus tard, une femme l'a contacté sur Facebook en affirmant qu'elle avait reçu son message et l'avait retrouvé grâce à son profil. Au début, il se souvenait à peine d'avoir placé la lettre dans la bouteille, mais il a fini par reconstituer les événements et même le fait qu'il avait scellé la bouteille avec de la cire de bougie pour s'assurer qu'elle était étanche. Et puis, il y a Christina Aguilera et sa bouteille. Non, attends, la sienne parle d'un génie dans une bouteille. C'était le plus grand navire jamais construit à son époque, et il était censé être insubmersible. Mais quelques jours après avoir entamé son premier voyage, en 1912, le Titanic a disparu, loin sous les vagues impitoyables de l'Atlantique Nord. Des 2200 passagers et membres d'équipage qui se trouvaient à bord, seuls 706 ont survécu à cette terrible nuit. Un navire plus petit aurait-il mieux résisté dans la même situation ? La taille de l'iceberg a-t-elle été un élément clé dans le drame qui s'est joué ? La décision de changer de cap au tout dernier moment pour tenter d'éviter l'impact n'a-t-elle pas constitué une erreur fatale en définitive ? 3 si qui laissent en suspens plusieurs scénarios. Nous savons que le Titanic était considéré comme une merveille d'ingénierie à son époque. Conçu par Thomas Andrews pour la compagnie maritime britannique White Star Line, il mesurait un peu plus de 270 mètres de long et 53 mètres de haut. L'espace était suffisant pour abriter 840 cabines, une piscine, un cours de squash, un gymnase et 2 salles à manger. Mais c'est sous le pont que se trouvait l'une de ses nouvelles caractéristiques les plus impressionnantes. La coque du Titanic était divisée en 16 compartiments conçus pour être étanches. Jusqu'à 4 de ces compartiments pouvaient prendre l'eau en cas de brèche, les 12 autres aidant à maintenir le navire endommagé à flot. C'est grâce à ces compartiments que le navire était considéré comme insubmersible. Selon la rumeur, Philippe Franck, le vice-président de White Star Line, aurait même déclaré « Il n'y a aucun danger que le Titanic coule. Le bateau est insubmersible et les passagers ne subiront au pire que des désagréments mineurs. » Les conséquences tragiques survenues le 14 avril 1912 ont pourtant démontré le contraire. Lorsque la glace a déchiré latéralement la coque du navire, plusieurs des compartiments étanches ont cédé. Il n'a fallu que 2h30 pour que le Titanic sombre. La taille de l'iceberg a-t-elle scellé le sort du paquebot ? Les icebergs ont une grande variété de formes et de tailles. Ces morceaux de glace se sont détachés des glaciers ou de la banquise de l'Arctique ou de l'Antarctique et errent sur l'océan jusqu'à fondre complètement. L'un des plus grands icebergs jamais découverts aurait facilement éclipsé le Titanic. Découvert en 1957, il mesurait 168 mètres de haut, soit presque autant que le Washington Monument. Imagine un peu un navire percutant quelque chose d'aussi massif. Les icebergs plus petits, cependant, peuvent s'avérer tout aussi dangereux. Certains font en moyenne la taille d'une maison, ce sont des fragments d'iceberg. D'autres, plus proches de la taille d'une voiture, sont surnommés les bourguignons. Ces derniers peuvent être beaucoup plus difficiles à localiser et donc à éviter pour les navires. Bien que plus petits, ils peuvent produire beaucoup de dégâts en cas de collision. Il est essentiel de se rappeler que les icebergs sont toujours plus grands qu'ils n'en ont l'air à première vue. La majorité de leur masse est tapie sous la surface. En fait, c'est près de 80% du volume d'un iceberg qui se cache sous l'eau. La plupart de ces arêtes tranchantes et dentelées ne sont pas visibles. Approche-toi d'un peu trop près et tu risques fort d'endommager la coque de ton navire. Comme l'équipage du Titanic n'avait aucune idée de ce qui les attendait, un iceberg même plus petit et abordé selon le même angle aurait pu suffire à faire sombrer ce puissant navire. A l'inverse, s'il avait été plus grand, on l'aurait peut-être repéré suffisamment tôt pour effectuer les manœuvres nécessaires dans les temps et ainsi éviter l'impact. Mais manquer cet iceberg en particulier n'aurait toutefois pas garanti la sécurité du Titanic. Il naviguait dans une partie particulièrement dangereuse de l'Atlantique, appelée Allée des icebergs. Elle est située à 400 km à l'est et au sud-est de Terre-Neuve, au Canada. Un iceberg peut en cacher un autre, puis un autre, et ainsi de suite. L'équipage à bord aurait dû rester très attentif pour éviter d'autres collisions potentielles. Une embarcation plus petite pouvait être mieux adaptée à de telles conditions de navigation. La taille du Titanic était certainement un obstacle lorsqu'il s'agissait de le manœuvrer. D'ailleurs, il venait juste de quitter son quai à Southampton lorsqu'il a failli entrer en collision avec un autre paquebot plus petit, le SS New York, le manquant de 60 cm seulement. Le gigantesque navire à vapeur n'était pas fait pour opérer rapidement dans un espace restreint.
Un paquebot de cette taille a besoin de temps et d'espace à sa mesure pour se mouvoir. Mais lors d'une rencontre entre un paquebot et un iceberg, la taille du bateau ne compte pas toujours non plus. L'Islander était un bateau à vapeur conçu pour voyager dans le passage intérieur en Alaska. Pendant l'été 1901, il a heurté un iceberg, entraînant la formation d'un trou au niveau de la proue. Le navire n'a pas coulé immédiatement et l'équipage a essayé de le conduire en sécurité. Finalement, sa proue a été complètement submergée et sa poupe s'est soulevée hors de l'eau. Il n'a pas fallu beaucoup plus de temps au bateau pour couler complètement. Sur les 168 passagers et membres d'équipage, 128 ont survécu. L'accident a également occasionné la perte de 3 millions de dollars en or. L'Islander avait une coque de 73 mètres, soit presque un quart de celle du Titanic. Sa taille réduite n'a visiblement pas joué en sa faveur face à l'iceberg. Et puis il y a eu le Hans et Toft en 1959. Également connu sous le nom de Petit Titanic ou de Titanic danois, il était considéré comme le navire le plus sûr à flot. Il mesurait 83 mètres de long avec 95 personnes à bord. Tout comme le vrai Titanic, le Hans et Toft avait été spécialement conçu pour faire face à la plupart des problèmes que la mer pouvait lui causer. En plus de son double fond en acier, il avait aussi une proue blindée et 7 compartiments étanches. Comment un tel navire pouvait-il couler? C'était manifestement possible. C'est arrivé lors de son premier voyage, au cours de son trajet de retour vers Copenhague. Le 30 janvier, il heurte un iceberg. Un SOS est envoyé, mais quand le Johannes Cruz arrive à son secours, le Hans et Toft était introuvable. La seule trace de son existence est une bouée de sauvetage rejetée sur le rivage en Islande 9 mois plus tard. Encore une fois, la taille réduite du navire ne l'a pas avantagé. Un Titanic de plus petite taille n'aurait pas garanti un voyage sûr en 1912. La dernière supposition concerne les choix de dernière minute une fois l'iceberg repéré et l'alarme déclenchée. D'abord, le Titanic aurait pu tenter un arrêt complet, mais cette option n'était pas réellement envisageable, car le navire avait besoin de près de 800 mètres pour s'arrêter. Et l'iceberg, lui, n'était qu'à 275 mètres. Ensuite, le Titanic pouvait essayer d'éviter l'iceberg en s'en éloignant. C'est d'ailleurs ce que le capitaine a ordonné. Mais la tentative a échoué, entraînant une profonde entaille sur la coque du navire. La dernière option, percuter l'iceberg de plein fouet. Cela aurait-il fait une différence ? La réponse est un intrigant « peut-être ». Certains pensent qu'une collision frontale aurait sauvé le Titanic. Dans ce scénario, la collision aurait limité les dégâts à l'avant du navire. Des prévisions ont montré que dans ce cas, seuls 4 des compartiments auraient été percés, permettant aux autres de remplir leur rôle et maintenir le Titanic à flot. Il aurait été probablement bloqué sur place, incapable de bouger, mais il serait resté à flot jusqu'à l'arrivée des secours. Cela aurait pu laisser à un bateau comme le Carpathia, qui était dans les parages, suffisamment de temps pour atteindre le lieu de l'accident et mettre les personnes à bord en sécurité. L'un des concepteurs du Titanic, Edward Wilding, a fait une déclaration dans ce sens lors d'une enquête sur le naufrage. Il a affirmé que la plupart des gens auraient survécu à un choc frontal et que le Titanic lui-même n'aurait pas coulé. Mais d'autres experts ne partagent pas cette opinion. Tout d'abord, les cloisons spéciales du Titanic ont été conçues pour protéger le navire contre les collisions avec d'autres navires, pas avec des icebergs. Ces compartiments se froissaient lors de l'impact, absorbant une partie de la force, et l'autre bateau accuserait le reste du choc. Même avec des dégâts importants, les cloisons restantes maintiendraient le Titanic à flot. Seulement, un iceberg n'a pas la même capacité d'absorption en cas de collision avec un paquebot. La majeure partie de la force aurait été absorbée par le Titanic, ce qui aurait entraîné des dégâts considérables pour le navire. Pire encore, l'impact se serait répercuté sur toute sa longueur. Les rivets auraient sauté, les coutures se seraient déchirées, enfin, les compartiments auraient rapidement été inondés et le navire aurait coulé encore plus vite, entraînant ainsi des morts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, comme pour la plupart des questions impliquant des si, nous ne connaîtrons jamais vraiment la réponse. Aussi tragique qu'ait été le premier et dernier voyage du Titanic, il a eu pour effet des changements qui ont contribué à rendre les sorties en mer beaucoup plus sûres. Les conclusions des audiences sur la catastrophe ont conduit à la création de la Patrouille internationale des glaces en 1914. Une organisation qui surveille les icebergs dans les océans Atlantique et Arctique pour s'assurer qu'ils peuvent être évités par les navires dans la zone. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, les bateaux ont été contraints de transporter suffisamment de canots de sauvetage pour accueillir chaque personne à bord. Des entraînements réguliers d'utilisation des canots de sauvetage ont été rendus obligatoires.
Les cloisons des navires ont été surélevées pour mieux empêcher l'eau de pénétrer et les fonds ont été étirés pour créer des doubles coques, contribuant à rendre les compartiments vraiment étanches. On ne peut pas nier que le Titanic a été une terrible tragédie, mais les leçons tirées de cette nuit mémorable ont certainement permis d'en éviter bien d'autres. Pouvez-vous deviner combien de théories existent sur le naufrage du Titanic? C'est ça, des tas, y compris une théorie bien à moi que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et ensuite, vous pourrez décider laquelle vous semble la plus probable. Théorie du bloc unique. La toute première version des faits était la théorie du bloc unique. C'est très simple, et ça prétend en gros que le naufrage s'est produit sans aucune cassure. 2h15 du matin, le navire heurte un iceberg. 2h18 du matin, les lumières s'éteignent. Le navire atteint un angle de 45 degrés, puis entame vite sa plongée finale dans les abysses. À 2h20 du matin, seulement 3 minutes plus tard, le célèbre paquebot RMS Titanic s'enfonce et disparaît sous la surface pour de bon. Le paquebot ne se brise pas, il coule tout simplement d'un seul bloc. Bien sûr, cela ne peut pas être vrai. En avril 1912, le Titanic était le plus grand navire au monde et le plus grand jamais construit. Difficile de croire qu'un vaisseau aussi lourd ait pu couler sans se briser. C'est tout simplement impossible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas blâmer les théoriciens. Avant de trouver l'épave, il n'y avait pas d'autres théories. Attendez une minute, ou bien y en avait-il? Le lendemain du désastre, les survivants ont donné des interviews. Ils ont raconté ce qui s'était passé, et certains ont affirmé que le navire s'était brisé en deux lors de l'inondation. Par exemple, Jack Taylor, 17 ans, a décrit le naufrage tel qu'il s'en souvenait. Et L.D. Skidmore a fait un croquis basé sur sa description. L'image montrait clairement le navire se brisant en deux. Mais personne n'a cru Jack ou les autres témoins. Sans preuve, leurs affirmations ont été accueillies avec des pincettes. Mais en 1985, les choses ont changé. Première théorie de la cassure. C'est alors que Robert Ballard a trouvé l'épave du Titanic dans les profondeurs de l'océan. Quand on a vu l'épave, il est devenu clair que Jack et les autres survivants avaient raison. Le Titanic s'est bel et bien brisé en deux en coulant. Il est donc temps pour une nouvelle théorie. 2h15 du matin, la quille se brise. La gîte à tribord s'atténue et la coque continue de plier et de s'effondrer. 2h17 du matin, les sections de la cuisine se détachent. Les tours tombent immédiatement sous leur propre poids. Les lumières s'éteignent. La poupe est projetée en l'air. La proue se détache et commence à couler. L'arrière tient à peine au côté tribord de la superstructure de la section arrière. La section arrière s'incline lentement sur bâbord alors qu'elle recommence à couler. Elle se redresse une dernière fois et pivote en demi-cercle en coulant. Tout cela semble assez convaincant, n'est-ce pas? Mais les gens ont commencé à trouver des failles dans cette théorie. Par exemple, le Titanic n'aurait pu rester entier jusqu'à un angle aussi élevé. La rupture aurait dû commencer bien plus tôt. Cela signifiait qu'il restait un vaste champ de recherche et de spéculation. Les gens ont donc commencé à imaginer leurs propres scénarios possibles. Et si nous regardions d'abord ceux que personne n'aime, la rupture en V et la rupture en V d'Aaron 1912. Selon la première théorie, le Titanic a atteint un angle élevé et le poids de sa poupe non soutenue l'a fait craquer de haut en bas. Mais c'est physiquement impossible. Alors, y a-t-il d'autres idées? En 2006, Roger Long, un architecte naval, a décidé d'étudier une théorie dite en V. 2h17 du matin, la rupture commence à un angle faible, peut-être seulement 11 degrés. La structure supérieure cède et commence à se fissurer. À ce moment, seul son double fond maintient le Titanic en un seul morceau. Mais il commence aussi à plier sous la contrainte, faisant céder le navire. L'eau s'engouffre par la fissure. Cela augmente le poids entre les deux sections, pliant le Titanic dans l'autre sens et lui donnant une forme ressemblant un peu à la lettre V. Les ponts supérieurs sont broyés et pliés ensemble. La proue se dirige vers le fond et la poupe est la dernière à couler. Cette théorie a pourtant été réfutée à maintes reprises depuis. Roger Long y croyait car les bords brisés des ponts supérieurs de la section avant du Titanic étaient tous déchiquetés et écrasés.
Cependant, nous avons appris que cela s'est produit à cause de la rafale descendante hydraulique, la force de l'eau s'écrasant sur le pont quand le Titanic a touché le fond. Une autre théorie de rupture en V affirme que la proue était sortie de l'eau après la cassure. Cette théorie a été principalement colportée par un ancien passionné du Titanic. Mais non seulement cette théorie s'est avérée physiquement impossible en raison de la masse incroyable de la proue, mais elle s'inspirait aussi d'informations erronées. Vous vous souvenez de Jack Tyre? Eh bien, elle était basée sur son croquis et les paroles de quelques passagers. Mais la vérité est qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vu le Titanic se briser ainsi. Jack lui-même a même déclaré dans une interview que le croquis était totalement hors contexte par rapport à ce qu'il avait réellement vu. Il a été dessiné par un passager du Carpathia, le navire qui a reçu le signal de détresse du Titanic, et lui est venu en aide. Il ne pouvait pas être utilisé comme preuve. Maintenant que nous savons cela, passons aux théories auxquelles la plupart des gens croient. La théorie de la peau de banane de James Cameron. Qui n'a pas vu le film légendaire sur le Titanic, n'est-ce pas? Il est devenu le leader de la 70e cérémonie des Oscars par son nombre de nominations et de récompenses, et à juste titre. Mais saviez-vous que James Cameron s'intéressait au Titanic depuis de nombreuses années et avait étudié l'histoire du navire? Ses livres et ses recherches sont très détaillés et il a même proposé sa propre version des faits. On l'appelle la théorie du banana split, et c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans le film. Voici comment ça se passe. Le Titanic atteint un angle de 23 degrés et se fracture jusqu'à la quille. Le double fond sert de charnière alors que la poupe s'affaisse. Quand le double fond cède, la proue et la poupe se séparent. La poupe s'incline sur bâbord, se dresse à la verticale, puis commence à s'immerger. Cette théorie est la plus scientifiquement exacte avec celle de Roy Mangot. Attendez, qui est Roy Mangot? La théorie de Mangot. Roy Mangot était un ingénieur qui a élaboré la théorie la plus plausible pour l'époque. 2h17 du matin, les lumières s'éteignent sur le Titanic. À ce moment-là, le navire présente un angle de 20 à 23 degrés. Soudain, le navire se brise en deux juste au niveau de la troisième cheminée. Cela provoque l'affaissement de la poupe dans l'eau. La quille cède en premier. Le tirant d'eau et la coque inférieure sont écrasés et se brisent. L'eau s'engouffre dans la proue et la poupe par d'immenses fissures, provoquant ainsi la chute de la proue sous les vagues. La poupe s'élève à un angle de 70 à 90 degrés, puis elle coule aussi. Cette théorie semble la plus logique, mais elle est assez controversée. Les survivants ayant vu la rupture ont déclaré que la poupe s'était stabilisée, la proue ayant disparu. La théorie de Mangot contredit cela, alors que le scénario de James Cameron en tient compte. Vous pensez à la même chose que moi? La vérité doit se situer quelque part entre les deux. Ma version. Maintenant, comme promis, je vais vous donner ma version des faits. Enfin, ce n'est pas vraiment ma théorie, plutôt un mélange de celle de Mangot et de Cameron. Je pense que James Cameron avait raison concernant la rupture. 2h17 du matin, le navire est fortement incliné. Les lumières s'éteignent. Puis il se brise en deux morceaux. La proue commence à couler. Le double fond reste attaché à la poupe pendant environ 1 minute. Une fois que le double fond cède, les deux parties se séparent et la proue sombre. Puis, comme l'a dit Mangot, la poupe se redresse fortement et commence à couler verticalement. C'est peut-être ce qui s'est passé car un survivant a affirmé avoir vu une cassure nette. Cela signifie que ça ne pouvait pas être caché. De nombreux témoins ont également pu observer la poupe se maintenir dans une position verticale dans les airs. Pendant un long moment, sans doute durant plusieurs minutes. Quoi qu'il en soit, tout cela ne sont que des spéculations. Peu importe comment le Titanic s'est brisé et a coulé, ce fut une immense tragédie. Cela fait déjà 110 ans que le Titanic a heurté un iceberg et a sombré. Saviez-vous qu'en 2022, la compagnie Blue Star Line achève la construction d'une réplique exacte du Titanic? Baptisé le paquebot Titanic 2, le navire naviguera sur le même itinéraire avec 2400 personnes à son bord. Espérons que tout se passera bien pour eux. 14 avril 1912.
La nuit noire est remplie des sons affreux d'un vaisseau métallique géant se brisant en deux. Le plus grand navire de l'époque est entré en collision avec un iceberg qui se trouvait sur son chemin, le Titanic. L'une des plus grandes tragédies du XXe siècle dont les gens parlent encore. Le côté tribord du navire géant a frôlé l'iceberg. Il était 23h40 quand les choses ont commencé à mal tourner. Cet iceberg a causé suffisamment de dégâts pour qu'au moins 5 compartiments étanches de la coque commencent à se remplir d'eau. L'équipage a immédiatement lancé une brève enquête pour voir s'il pouvait faire quelque chose et réparer les dégâts. Il n'avait personne sur qui compter. Seul, dans l'obscurité de la nuit froide, loin de toute terre, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord, à environ 600 km au sud de Terre-Neuve. Ils avaient besoin de temps pour trouver comment mettre les passagers en sécurité. Et du temps, ils en avaient, mais pas assez. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré 2h40. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers, et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Andrew a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canots avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canots. Au cours des 2 heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canots de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre, mais il se trouvait à environ 274 km. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide, mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Caparcia de la compagnie Cunard a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit 107 km, et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers, alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire 1 à 2 heures plus tard. L'équipage a tiré la première des 8 fusées de détresse, sans succès. Personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le 8e ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du 10e était la petite Milvina Dean. Âgée de 9 semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes, ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. 2 heures du matin déjà, 3 canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers, avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'il ne le redresse, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé.
À 2h17, le radiotélégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. Une minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan. À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible, car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre, ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquiets massés sur les ponts du navire. Le Titanic a appareillé le 10 avril. Son premier voyage consistait à traverser la route très compétitive de l'Atlantique. Le jour du lancement, le Titanic est devenu le plus grand objet mobile de l'histoire de l'humanité. 269 mètres de long, 28 mètres de large. Pas si grand si tu le compares au navire d'aujourd'hui. Le plus grand bateau de croisière au monde actuellement est le Symphony of the Sea de la Royal Caribbean, qui fait à peu près 5 fois la taille du Titanic. Si tu mettais ce navire en position verticale, il serait presque aussi haut que l'Empire State Building, qui fait 380 mètres de haut sans antenne. Mais le Titanic était une énorme attraction à son époque. À un moment de leur voyage, il a fait escale en France, après quoi il a effectué un autre arrêt en Irlande. Une fois que les derniers passagers sont montés à bord, le gigantesque navire est parti à toute vitesse vers sa destination finale, New York. 4 jours après le début de son voyage, le Titanic n'a pas réussi à dévier sa trajectoire d'un énorme iceberg. L'histoire que nous connaissons tous. Seules 700 personnes ont survécu et la plupart d'entre elles étaient des femmes et des enfants. La nuit était extrêmement froide. 1h20 après que le Titanic fut descendu au fond de l'océan, les survivants n'étaient même pas sûrs que quelqu'un vienne les sauver. Finalement, ils ont aperçu de la lumière. C'était le Carpathia qui venait vers eux. Ils sont venus chercher les personnes dans les canots de sauvetage. L'équipage les a fait monter à bord et a sorti une poignée d'autres passagers de l'eau. De nombreux navires ont essayé de contacter le Titanic quelques heures après son naufrage. Leurs messages n'ont jamais reçu de réponse. Plus tard, lorsqu'une enquête a été menée sur ce qu'il s'était réellement passé, ils ont découvert que le paquebot Californian de la compagnie Leyland se trouvait à moins de 30 km lorsque le Titanic coulait. Mais l'équipage n'a pas entendu les signaux de détresse venant du Titanic car leur opérateur radio n'était pas en service. Les pays des deux côtés de l'Atlantique ont été choqués et horrifiés lorsqu'ils ont entendu les détails de ce qui était arrivé au Titanic. Ils ont décidé d'apporter des changements aux opérations des navires, des règles qui aideraient à éviter de tels événements à l'avenir. Ils ont organisé la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, où ils ont adopté des règles pour que chaque navire ait suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers à bord. De plus, les exercices d'embarcation de sauvetage sont devenus obligatoires. Ils ont également décidé de créer une patrouille internationale des glaces. Son rôle principal était de surveiller les icebergs dans les voies de navigation de l'Atlantique Nord. Les navires devraient également assurer une veille radio 24 heures sur 24. Le Titanic n'a pas été construit seul. En raison de la taille de ce magnifique vaisseau et de tous les nouveaux équipements qu'il nécessitait, il aurait été trop coûteux de le construire en un seul exemplaire. Alors l'entreprise a construit le Titanic en même temps que 2 navires jumeaux et tous deux ont eu des vies mouvementées. Le RMS Olympique a été prêt en premier
Il a été lancé en 1910 et pendant une année entière, il a été le plus grand paquebot du monde. Le Britannic était un autre navire jumeau qui a navigué pendant un certain temps avant de finir lui aussi au fond de l'océan. Mais seul le Titanic est devenu une légende et l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire moderne.